Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui avec Mathéo, photographe sur Instagram, etc. Donc moi je l'ai découvert Mathéo via Instagram. J'ai adoré ses photos, à travers ses photos on voyage dans la vie quotidienne ou en Italie ou en Europe ou dans le monde. Tes photos sont magnifiques en noir et blanc ou en couleur. À chaque fois, je trouve que tu arrives bien à capter l'émotion du moment. Donc, bienvenue à toi et merci de partager avec nous ton expérience de parent d'hypersensible. Merci à toi, merci pour cette belle présentation. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton petit parcours, de qui tu es et comment tu as découvert que ton enfant est hypersensible? Je suis Matteo, comme tu as dit, je suis italien, j'habite en France depuis 15 ans, je suis photographe, j'ai des jumeaux, presque 7 ans, et en fait l'hypersensibilité c'est venu quasiment dans l'immédiat parce que ma femme a aussi un parcours d'hypersensibilité et moi aussi. Et donc on s'est immédiatement posé des questions, on a vu qu'effectivement aussi les deux étaient plus sensibles que les autres. Un des deux en particulier, en fait, il y a une différence. Vu qu'on a la copie conforme, on voit des différences et on voit les différences entre l'un et l'autre. D'accord. Donc, il y en a un qui est un peu plus sensible que l'autre. Oui, oui, il y en a un disons, qui est sensible à tout ce qui est injustice, tout ce qui lui arrive autour de lui, tandis que l'autre, il est sensible plus que les autres, mais il est habitué à faire sa vie, dans le sens que s'il y a un truc qui se passe autour de lui, qui ne le concerne pas, lui, il continue pour son chemin, il fait... Donc, il a réussi à constituer une sorte de protection, tu Oui, penses, oui, des filtres je pense, oui. plus importants pour ne pas laisser justement son environnement Mm. l'accabler ou le polluer, entre parenthèses. Oui, oui, c'est ça. Et l'un des deux, il a plus besoin du groupe, des amis, d'avoir quelqu'un autour de lui, tandis que l'autre, il peut rester à jouer tout seul pendant une demi-heure. Même si les autres font une chose, lui, il est sur son jeu, il y reste. Donc c'est aussi un caractère différent de avoir besoin du groupe, être sensible, regarder autour, parce que je crois qu'il a besoin des repères extérieurs, tandis que l'autre, il est plus centré sur lui-même, si tu veux. Oui, il y a Il est plus... différentes formes d'hypersensibles. Il y a Oui, des oui, hypersensibles qui sont beaucoup plus sociales et puis d'autres qui ont besoin du temps seul pour se ressourcer. oui. Il y a différentes formes d'hypersensibilité. Et quels sont les défis que tu as à faire face à l'hypersensibilité de tes enfants? C'est des fois difficile de dealer avec ça. Parce qu'il y a des moments où on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Il y a des chagrins, des luttes, même entre eux, des gros chagrins qu'on n'arrive pas à faire descendre. Donc, du coup, on se pose toujours la question, une fois que tout est passé, une fois qu'ils sont endormis le soir, est-ce qu'on est des bons parents ou pas? Parce qu'on se dit, j'aurais peut-être pu faire mieux que ça. Le tout, Et, c'est faire de son et- mieux. On n'est jamais oui, parfait comme parents. Enfin, on est oui, ça c'est sûr. tellement exigeant envers nous-mêmes, mais je trouve qu'au moment où il y a de l'amour et on a fait notre mieux, c'est Oui. c'est- c'est le plus important. Il y a une suspicion chez les deux de HPI. Un des deux en particulier, c'est nous qui est celui qui est plus individuel. Donc, on est en train aussi de faire un parcours avec des psys, avec une neuropsychologue pour justement nous pouvoir l'aider, pour avoir les moyens, nous, de l'aider Oui. quand il est dans son loop de hypersensibilité, dans son chagrin parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé, ou tout simplement parce qu'il faut qu'il termine de faire un processus, de dire une phrase et on n'arrive pas à le couper, même s'il y a une urgence, un danger, un-
quelque chose qu'il faut, on dit la sécurité avant tout. Donc, des fois, il y a des dangers, il faut qu'il stoppe. Et là, c'est impossible de faire comprendre. Après, c'est le déluge pour nous, parce que c'est un vrai déluge d'émotions qui nous Émotion. tombent dessus. Oui, parce Oui. que j'imagine qu'il, lui, il ressent puissance 10 ou 100, et puis vous, bah, vous comprenez pas, ou même les gens qui l'entourent, on comprend Mm. pas pourquoi il réagit comme ça. Souvent, on se dit, mais c'est pas grave, pourquoi tu réagis aussi violemment par rapport à une réflexion, une phrase ou un geste. C'est vrai que les hypersensibles, comme ils perçoivent, ils n'arrivent pas à trier toutes les émotions ou toutes les informations qu'ils reçoivent. C'est très, très dur pour eux de gérer tout ça. Et justement, avec l'enseignement, les écoles, l'entourage, la famille, comment ça se passe? Comment vous communiquez par rapport à son HPI et est-ce qu'il y a des méthodes ou des astuces que les Mm. psychologues ou que vous-même vous pratiquez? L'HPI, il n'est pas encore, le diagnostic n'a pas encore été posé parce qu'il est trop tôt. Ils nous ont dit l'année prochaine, ça sera le cas si on veut, de les tester. Mais depuis qu'ils sont petits, en fait, ils sont suivis à cause de la prématurité régulièrement dans l'hôpital où ils sont nés. Et la pédiatre qui les suit depuis la naissance, ça fait déjà au moins, là ils ont 7 ans, ça fait déjà au moins 5 ans qu'elle nous dit, bon, il y a un truc, il y a un truc. Il y a Donc un elle truc. voit des signes. Oui. Euh, donc même s'ils ne sont pas testés, nous, quand ils sont rentrés à l'école, on a parlé, on a prévenu, on est allé voir les deux maîtresses pour expliquer un peu comment ça se passait. Aussi par rapport au vécu médical qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu en tant que prémat, en tant qu'il y en a un des deux qui a été opéré, une opération au cœur ouvert assez lourde. Donc ils ont un passé médical que des autres enfants n'ont pas. Oui. Bah, sitôt Donc, opéré, c'est sûr. Et tous les deux, c'est des jumeaux? des jumeaux, oui. Oui, D'accord. Et ils sont en CP. oui, c'est ça. Mais c'est la première année où ils sont confrontés c'est différent, puisqu'en primaire, ils sont quand même plus dans un cocon. Et en CP, ils sont dans une cour où il y a beaucoup plus grand qu'eux. Il y a des CM2 qui ont 4 ans de différence avec eux. Donc c'est vrai que ça doit jouer aussi. Et là aussi, justement, on a vu par exemple Jacopo, qui est celui que je disais le plus sensible. Il a ce mécanisme comme quoi il y a un truc qui se passe à l'école, toujours depuis aussi petit. Il y a un truc qui se passe à l'école, il y a un enfant qui est un peu plus agité, qui peut-être lui fait mal ou qui fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et lui vient à la maison et à l'école, ça se passe bien. À la maison, comment dire, hein, je ne voudrais pas dire fâché, mais un peu agressif. Il est agressif contre nous, contre son frère, hein. Et au bout d'un moment, nous, on a compris que quand il devient agressif, c'est parce que il y a un truc qui se passe. Mais il faut un moment pour arriver à lui se faire sortir. Qu'est-ce que c'est? Et par exemple, là, il s'est passé un épisode. Je suis allé en sortie, je les ai accompagnés en sortie avec l'école. Et la semaine d'après, j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse parce que j'ai dit, je lui ai expliqué ce mécanisme et j'ai dit, j'ai vu l'autre enfant qui faisait à lui, en sortie, les choses que lui fait à la maison à son frère Oui, depuis une semaine. Donc, je comprends que lui, il a un transfert, un système de transfert, il n'arrive pas à élaborer, il ressort. Donc là, ça a été important parce que la maîtresse a agi tout de suite, il a parlé avec l'autre enfant. Et depuis, ça se passe bien. Juste le fait de faire voir qu'on s'intéresse à lui, dire on a parlé avec la maîtresse, tout se passe bien, ça va le calmer, l'apaiser. oui, parce qu'ils ont besoin d'une certaine écoute, Mm. j'ai le même à la maison, hein. C'est vrai que ils ont besoin d'une certaine écoute. On s'intéresse vraiment à eux. Il y a un vrai échange. Et pareil, quand il est très perturbé ou agressif à la maison, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose à l'école. Et comme c'est des enfants Oui, qui oui. sont très empathiques aussi, ils prennent aussi ce qui s'est passé dans la journée. Et le soir, quand ils arrivent, c'est un peu l'espèce de cocotte minute qui se décharge. Et il faut qu'on arrive à gérer et comprendre justement pourquoi. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est pas évident. Et après, il y a aussi justement l'histoire médicale qui va un peu booster un peu pour
te Et dire, c'est nos lui- enfants ne c'est- jouent pas. et c'est celui qui est plus empathique, qui s'est fait opérer? Non, Si- c'est l'autre, mais les deux ont tous les deux un suivi médical assez lourd d'un gastro parce qu'ils sont petits, donc il faut surveiller la croissance. Néonatologue tous les ans pour la prématurité, ça jusqu'à 8 ans. En fait, pour te dire, sont des enfants qui ne jouent pas au docteur. On a une petite valise des outils et ils ne jouent pas au docteur, ils jouent en consultation en équerre. C'est très caractérisé le jeu. Et aussi après l'opération de Zeno, Zeno, il a été beaucoup fâché contre nous, contre moi surtout parce que c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Même Oui. s'il savait, on avait expliqué. Mais 2 mois après, il est sorti, hein, tu m'as porté, tu m'as ramené à l'hôpital, tu m'as fait faire ça. Et après, il y a eu un petit jeu quelques mois après qui a fait en sorte que c'était Zeno qui ramenait l'autre à l'hôpital, qui criait Maman, maman, ça fait mal, ça fait mal. Je te tiens la main, après il est guéri. Bon, et là, ils ont évacué la chose, donc ils ont trouvé leur moyen de sortir de ce cercle de rage. Oui, rage et peur, oui. Oui, de peur de l'hôpital, puisqu'ils ont eu peut-être à un moment mal ou pas, mais c'est vrai que c'est pas un environnement très Mm. accueillant et apaisant, l'hôpital. Donc, Oui. quand on y va, on sait qu'on est malade. Donc, c'est Oui, pas. même si on a, en fait, on a, disons que pour nous, l'hôpital, c'est un endroit où on y va souvent. Moi, j'ai une maladie chronique, ils ont l'habitude de savoir qu'il y a l'infirmier qui vient à la maison me faire la piqûre ou que moi, je vais à l'hôpital à prendre mon médicament. Rien de grave, en fait, je fais ma vie comme tout le monde, mais bon, j'ai besoin d'une thérapie. Et pour eux, le milieu hospitalier, c'est devenu quelque chose d'acquis. Comme moi, quand j'étais petit, pour moi, aller à l'hôpital, c'était normal. Et je pense pour eux, c'est devenu aussi normal, vu que le papa il va souvent ou ils y vont souvent aussi. Et est-ce que Donc, justement les psychologues qui vous suivent, tout ce qui est médical, etc., vous donnent aussi des outils pour justement gérer tout ça, des outils de gestion des mm. émotions ou de stress, etc. Ils vous donnent des outils ou des exercices à faire de sophrologie? Après l'opération, après quand c'était sorti disons, cette réaction contre nous, on avait vu une première psy. euh, qui avait beaucoup aidé à soulager Zeno, donc juste pour Zeno. Et là, celles qu'on voit maintenant, d'ailleurs, je précise, ils sont des psys que sont italiennes, Ah, génial. euh, En France? parce qu'ils nous demandent d'avoir des psys. En France, oui, oui, il y a il y a plein de psychologues italophones. Bon, Super. surtout à Paris, on a la chance Oui. d'être à Paris. Et parce que pour eux, le fait de parler italien, d'avoir quelqu'un qui parle italien, c'est le fait de se sentir un peu comme à la maison. C'est l'endroit, l'italien, c'est à la maison. Donc, Oui, et j'imagine à la quand maison tu ils parles ont italien. voulu. À la maison tu parles italien Ouais, avec eux. ouais. Donc c'est la langue maternelle, paternelle. Oui, oui, C'est un peu le refuge. oui. Les deux, on est italiens. Donc ils n'ont aucune raison de parler français à la maison. Ah, bien Ils sûr. sont parfaitement bilingues. Ils parlent français à l'extérieur, italien à la maison. Mais l'italien, c'est devenu, surtout pendant le confinement, on était renfermés pendant longtemps ensemble et c'est devenu la langue primaire pour eux. Quand ils se réveillent la nuit, quand ils font des cauchemars, quand ils se disputent, quand il y a des choses importantes, ils le disent tout le temps en italien. Et le fait de nous demander un psy qui parle italien, c'est très important pour eux pour être rassurés dans cette démarche, qu'il soit quelque chose qui se rapproche plus de la maison que de l'extérieur. C'est Et génial. donc, Oui. oui, nous ont donné plutôt des astuces, des choses à faire, des petits exercices pour dire quand il y a ce truc qui se passe, bon, vous calmez, vous faites un câlin, vous essayez de faire un certain ordre de choses pour, après, bon, c'est pas toujours possible, pour essayer de le sortir. Après, une fois qu'il est sorti, on explique, on va essayer de parler, de faire comprendre pourquoi il y a un mécanisme, même s'il y a 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, c'est pas encore
acquis de dire, bon, je comprends le mécanisme, ça va, la prochaine fois, je fais différemment. Il faudra bien évidemment un petit moment avant que ça rentre. Mais bon, c'est la répétition qui les aide aussi. Bah oui, oui. Est-ce que dans tous ces outils et d'exercices, est-ce qu'il y en a qui utilisent la roue des émotions? Non, non. Alors, je sais qu'à l'école, ils avaient fait ils avaient travaillé beaucoup les émotions, Oui, justement avec les couleurs, j'arrive, je dis, je prends le petit smiley, je vais le mettre sur oui, le dos pour dire où je suis aujourd'hui. Et là, ils avaient beaucoup travaillé sur ça, mais les praticiens qu'on consulte, non, ils ont une autre approche différente. Il n'est d'accord. pas, il n'est pas plus mal ou plus... Oui, non, non, s'il y a pas, je pense pas qu'il y ait une méthode mieux que d'autres. La roue des émotions, c'est vrai que maintenant, il y a pas mal d'écoles qui l'utilisent pour justement aider les enfants juste à nommer ce qu'ils ressentent. On ne dit pas qu'on peut les psychologues ou les psychiatres, les pédopsychiatres, ils ont d'autres méthodes qui leur appartiennent et sûrement efficaces aussi. Mais c'est vrai que la roue des émotions, c'est quelque chose, c'est plus juste un outil pour que l'enfant puisse dire, OK, qu'est-ce que je ressens Oui, aujourd'hui oui, à ce moment? Et mettre un oui, mot sur ce qu'il ressent. Et au moment où je trouve qu'au moment où on arrive à mettre un mot sur ce qu'on ressent, c'est déjà une partie, je pourrais pas dire guérir, mais c'est une partie déjà, on a fait un pas vers son émotion. Et si on oui, ne met pas de mots sur ce qu'on ressent, c'est vrai que ça reste dans l'image un peu imaginaire. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. oui, Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a échangé avec des maîtresses. Pas mal maintenant de maîtresses d'école démarrent la journée par la météo des émotions. Euh, oui, Hélas, pas dans toutes les écoles, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, surtout pour cet âge-là, vers la CP ou la grande section, où ils savent déjà nommer, etc. On parle peut-être moins pour les plus grands, mais en CP, CE1 ou CE2, c'est pas mal de les aider à justement à être connectés à ce qu'ils ressentent. d'accord. Et par rapport à toute cette expérience, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux parents qui ont des hypersensibles et comment ils peuvent justement soit déceler, soit peut-être quelques exercices que toi, tu peux leur conseiller? Déjà, je suis pas parfait, comme on disait. Non, on n'est pas, on est tous Et- imparfaits, oui, mais on fait de notre mieux. oui, la chose pour moi, ça marche, ça aide, c'est des fois de dire un endroit sécurisé comme à la maison, de dire, j'arrive pas à gérer mon enfant, je m'éloigne. Je m'éloigne, je vais dans l'autre pièce, 30 secondes, une minute, je laisse, je me calme, je réfléchis et là, j'y vais, j'attaque. Parce que le fait de faire quelque chose dans l'impulsion, dans l'immédiat, ça peut des fois faire avoir des réactions qui ne sont pas les bonnes et donc empirer la situation. Oui, ça c'est une très très bonne réaction et c'est vrai que tous les parents, on n'a pas ce réflexe, mais on parle des émotions des enfants, mais nous Oui. aussi, adultes, on a des émotions et parfois les enfants peuvent nous mettre dans des états euh, L'épreuve. incontrôlables. Je trouve que c'est très très bien de pouvoir se dire, OK, je prends 30 secondes ou une minute, je vais, je vais redescendre par rapport à ce que je ressens. Et puis, oui, et revenir vers mon enfant pour pouvoir l'aider, oui. C'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que, après beaucoup d'erreurs, j'ai Oui. j'ai trouvé une méthode qui me convient. Mais bon, ça convient à moi, c'est pas forcément comme ça pour tout le monde. Non, ça dépendra de certains parents, de son caractère, de son vécu, etc. Donc, oui. Et un autre exercice? Un autre exercice, on utilise beaucoup la méditation aussi. On fait faire, ils avaient déjà commencé, ils n'ont pas fait une maternelle, ils ont fait un jardin d'enfants pédagogique qui est
qui est équivalent, en fait. C'est la mairie de Paris qui met en place ça. Une approche beaucoup plus inspirée de Montessori. C'est pas Montessori, mais c'est euh, les enfants ne sont pas assis dans la journée, ils font des choses pratiques. Et là, ils avaient commencé à faire de la méditation, du yoga, donc à l'âge de 3 ans. D'accord. Et nous, quand on voit que ça va pas, on dit, bon, là, on se met tous ensemble, on fait un petit peu de respiration. Ça aide beaucoup. Ah, c'est génial. C'est vrai que respirer, enfin, faire juste 5 minutes, enfin, même pas 5 minutes, mais 5 ou 6 respirations, Oui, euh, de longues respirations, peut nous faire descendre ce qu'on ressent en fait. Donc, c'est oui, moins déjà, intense. médicalement, ça baisse la tension, donc ça baisse le battement cardiaque. Donc, Oui, ça aide déjà au niveau physique, c'est pas que un truc. Tout ça, ça enclenche une série de choses. Et ça fait oui, bien aux parents autant qu'aux oui, enfants. oui, c'est bien de dire ça. Parce que parce que la roue, les émotions aussi peuvent très bien servir aux parents. Beaucoup d'adultes ne savent pas non plus identifier ce qu'ils ressentent, leurs émotions. On vient d'une génération comme quoi nous aussi personnellement, en ayant aussi grandi en Italie, je pense en France c'était un peu pareil, c'était encore là, faut pas pleurer parce que sinon t'es une gamine, tu comme ça que bon, les hommes ne pleurent pas. Donc les émotions étaient un peu cachées, un peu enterrées. Oui, justement, bah, on avait parlé hier avec une maîtresse. C'est vrai qu'on vient d'une génération où on ne sait pas nommer nos émotions, parce que justement, on nous a demandé de ne les pas connaître, de ne les Oui, pas exprimer. Et ça fait aussi des adultes aujourd'hui qui sont, on n'est pas mauvais, hein, mais qui peut-être moins connectés à ce qu'ils ressentent. Et du coup, on ne comprend pas quand un enfant qui est hyper sensible, on ne comprend pas ce qu'il ressent, mais pourquoi tu pleures pour telle ou telle chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est bien aujourd'hui aussi pour les adultes de pouvoir être connectés à leurs émotions. Alors, je laisse la parole à Adèle et à Yolène pour te poser quelques questions pour très chinois. Si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? si j'étais en couleur, je serais le vert parce que c'est la couleur de la nature que j'aime bien. Tout habitant en ville, donc je la vois pas souvent. Et parce que c'est aussi la couleur pour moi de l'apaisement, de la tranquillité. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu et pourquoi? Si j'étais un animal, je pense que j'aurais deux choix. Mon premier choix, c'est la tortue. La tortue parce que c'est un animal qui est calme. Il marche lentement et moi, dans la vie, j'ai l'habitude d'aller vite, trop vite. Et sinon, un chien parce que j'aime bien les chiens et les chiens, ils sont speed. Un super pouvoir, quel super pouvoir serais-tu et pourquoi? Je dis souvent que ma maladie est mon super pouvoir parce que ça me permet de faire des choses que j'aurais jamais fait si j'étais pas malade. Donc, j'ai un super pouvoir, en fait. Si j'avais un super pouvoir, je pense que ce serait de lire dans la tête des autres parce que des fois, j'ai du mal à comprendre les gens. Et je pense que ça m'aiderait bien à me débrouiller avec les gens que j'ai autour de moi et que des fois sont un peu cryptiques. Si tu étais une saison, quelle saison serais-tu et pourquoi? Alors, une saison, sûrement l'été, parce que l'été, c'est mon moment préféré. C'est le moment où je suis né déjà. Et parce que j'aime bien la chaleur, j'aime bien être d'un côté libre, libre au niveau vestimentaire, libre au niveau de pouvoir sortir comme je veux. Donc l'été, sans aucun doute. Si tu étais une chanson, quelle chanson serais-tu et pourquoi? Je pense une musique classique, parce que j'aime bien la musique classique. Donc je pourrais citer Abbiamo nei lieti calici de Verdi, il y a l'ouverture de la Traviata. Aussi parce il y a un rythme, il y a un beau rythme dans les musiques classiques qui va en crescendo et qui c'est un peu comme moi que je pars. Je me dis, je pars doucement, après j'arrive pas et
je speed, comme je disais tout à l'heure. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu et pourquoi? Pour citer un livre que j'ai beaucoup aimé, je peux en citer deux. Le premier, c'est un auteur que j'aime pas trop, mais ce livre-là, j'ai beaucoup aimé, c'est Alessandro Baricco, bon, italien encore, désolé, Novecento, qui est le livre duquel Tornatore a tiré le pianiste Le sur film. l'océan. C'est pas le titre en français. Qui est un monologue théâtral et qui est beau, tout simplement beau. Il est bien écrit, bien. Et c'était d'ailleurs le livre que je lisais aux garçons quand ils étaient dans le ventre. Un autre livre, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Jules Jim de Henri-Pierre Locher, duquel là, François Truffaut a tiré Jules Jim. Euh, donc là, on revient en France et c'est le livre sur lequel j'ai écrit un des trois livres sur lequel j'ai écrit mon mémoire à la fac en Italie. Si tu étais une émotion, quelle émotion serais-tu et pourquoi? Là, ça dépend des jours, mais je pense beaucoup à la calme parce que quand je suis calme, j'arrive à tout maîtriser, tout gérer, tout bien faire. Pour finir, on va finir par une citation. La confiance. Qui a confiance en soi conduit les autres, de Horace. Donc, merci beaucoup, Mathéo, pour ta gentillesse et ta sincérité de nous avoir ouvert les portes de ta famille, de ton expérience, d'avoir échangé avec nous quelques pratiques et puis ton histoire qui est très touchante. J'espère qu'on se verra bientôt. De toute façon, on se suit mutuellement sur Instagram. Oui, Euh, avec plaisir. Moi, je voyage avec tes photos. Merci. Merci infiniment. Merci à Adèle, à Yolène aussi. Puis à très vite. À très vite.